Le pays maya, le Petén, c'est d'abord le pays du soleil, écrivait Jean-Marie Leclésio. C'est un paysage pour les reptiles et les insectes, plutôt que pour les hommes. Sur cette terre, exposée à la lumière du soleil, soumise au rythme des pluies et des vents, est née la plus compliquée, la plus élaborée des civilisations. Et puis mystérieusement, bien avant l'arrivée des conquistadors, la civilisation maya s'est évanouie. Les immenses cités se sont endormies sous l'épais manteau de la forêt. Pendant 1000 ans, il ne s'est plus rien passé. Le Petén est devenu un endroit déserté. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que soudainement, certains réalisent qu'ici avait existé une des plus fascinantes civilisations anciennes. Les archéologues sont alors arrivés, passionnés par ce passé. Ils étaient d'abord américains, anglais ou français. Et puis les terres vierges ont également attiré des hommes et des femmes préoccupés de se construire un présent. Ils étaient guatémaltèques. Lorsqu'il ne cultive pas son champ de maïs et de haricots, Don Luis parcourt la jungle. Toujours à la recherche de quelque chose, Don Luis est un paysan, chasseur de miel et glaneur des fruits de la forêt. Le Petén est le refuge de toute une vie sauvage, un pays hostile où la chaleur et l'humidité recouvrent une immense forêt au cœur de l'Amérique centrale. Hay que comer. No, pero ahí me queda la. Vamos a sacar la cesta. Pour ce miel, j'ai marché 12 kilomètres. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. C'est vrai, la faune disparaît, et les abeilles aussi, à cause de la destruction de la forêt. C'est à cause de tout ça que la déforestation est un vrai péril. Avant, on trouvait des essaims beaucoup plus près, mais aujourd'hui, il faut aller de plus en plus loin. Alors, c'est bon? Bon, on va le garder, et vous pourrez en manger demain.
Carmelita, un village assiégé par la jungle. Ou plutôt une communauté, comme on dit dans le Petén. Carmelita est le point de passage pour tous ceux qui veulent aller plus au nord. Mais à partir d'ici, il n'y a plus de piste. Le seul moyen de continuer, c'est de marcher. Ce matin, les arrieros préparent une expédition. Ils doivent partir pour 5 ou 6 jours au plus profond de la jungle. Avec eux, il y a Miguel, un Indien d'origine. Pendant plus de 15 ans, il a travaillé sur des chantiers de fouilles archéologiques. Je vais accompagner les arrieros qui conduisent les gardes chargés de la surveillance des sites archéologiques. Je profite de cette caravane parce qu'il y a beaucoup de sites et d'édifices à repérer dans la jungle. On a d'abord 2 jours de marche pour arriver au premier site, qui s'appelle Nagbe. Et ça m'intéresse d'y aller, car dans cette partie de la forêt, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Eran 4. 7 van 7. 4 decía. ¿Cuántos son? 4 decía. Con los de hombrígido. Loin des quelques sites offerts au regard des visiteurs, une grande partie de cette région du Guatemala reste aujourd'hui encore difficilement accessible. Seuls quelques aventuriers pénètrent la jungle du Petén, des bûcherons, des trafiquants d'animaux ou de pièces archéologiques, ou bien encore des passionnés qui veulent plonger dans le temps pour faire parler les pierres. À l'époque maya, plusieurs millions de personnes peuplaient le Petén. Avec plus de 1000 habitants au kilomètre carré, cette région a connu à ce moment-là une des plus fortes densités de population de toute l'histoire de l'humanité. Entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Petén couvre le tiers du territoire du Guatemala. C'est la plus grande forêt tropicale de l'Amérique centrale. La deuxième du continent, après la forêt amazonienne. Aujourd'hui, des Guatémaltèques participent également à cette remontée du temps, comme Miguel. Passionné par la richesse de cette civilisation complexe, il continue à arpenter la jungle, à essayer de comprendre l'histoire mystérieuse de son pays, de sa terre. Dans l'immensité de cette jungle, de très nombreux sites restent encore abandonnés, ensevelis sous la végétation. D'autres sont redécouverts, étudiés et partiellement restaurés.
Ces temples ont d'abord été construits afin de se rapprocher du ciel, afin de se rapprocher des dieux. Ils avaient de multiples fonctions, comme les cérémonies à caractère religieux ou l'observation astronomique. Et puis, c'était le lieu où étaient organisées toutes les cérémonies officielles du roi et de la reine. Car dans la mythologie maya, les rois étaient liés à la création de la terre. Tous les gouvernants étaient considérés comme les descendants des dieux, et dans leurs veines coulait le sang des créateurs de la terre. C'est pour cette raison que les temples devaient s'élever au-dessus des collines et de la cime des arbres. C'était ça les fonctions principales de tous ces temples. Ici, les Mayas ont bâti une société très avancée. Ils ont développé toute leur richesse autour de la culture du maïs et ils ont construit des cités monumentales. Mais surtout, ils ont imaginé toute une science du temps. Ils ont élaboré une écriture, inventé le zéro et utilisé les mathématiques. Leur calendrier allait plus loin encore que le millénaire. Alors que l'Occident n'était pas encore entré dans le Moyen-Âge, loin de nous, un rameau de l'humanité avait déjà maîtrisé la connaissance du mouvement des astres et des planètes. Le cycle complet d'une civilisation a ainsi rayonné sur cette partie du monde avant que le temps ne finisse par l'enfermer dans l'oubli. La région qui constitue le Petén a été peuplée par des milliers et des milliers de gens. Ce qui est surprenant, ce qui nous étonne toujours, c'est la manière dont cette civilisation a travaillé. Combien de personnes a-t-il fallu pour édifier ne serait-ce qu'un temple? Quelle technique employaient-ils? Ils n'utilisaient pas le métal, ils ne connaissaient pas la roue, ils n'avaient pas d'animaux de trait. Tout était fait à la main, à dos d'homme et avec la main de l'homme. Tout cela pour ériger des temples immenses, des temples dont certains font plus de 65 mètres de haut. Les carrières de pierre n'étaient pas sur place. Ils devaient tout transporter de très loin. Imaginez-vous combien de personnes ont été nécessaires uniquement pour la construction. Yo le voy a estar muy seco, porque yo me lloré. ¿Gordo? ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos? El agua está en el carro. Está en el carro. Para hacer la cocina. Ahorita lo que voy a hacer con esa agua. Pero ahí tenemos agua. Sí. Para cocinar la papa con agua. No, pero... No, yo voy a ir a conseguir al Ramón. Los machetes. Ahí esperamos aquí. Bueno. Señor, yo les contesté. Au moment de nourrir les bêtes, Rudy l'Arrieros regarde toujours en l'air. Il sait que sur le sol, il n'y a rien à manger. C'est à la cime des arbres que Rudy peut trouver les branches de Ramon. Dans la jungle, ces feuillages constituent la seule alimentation des mules et des chevaux. Ah, sí, aquí vamos a dejar 3 mulas ya. Chaque jour, il faut décoiffer un arbre.
Rudy, c'est dangereux ce que tu fais là. Ah oui, c'est dangereux. Mais tu ne risques pas de couper la corde qui te retient? Si, ça peut arriver de couper la corde ou de glisser. L'année dernière, il y a eu 3 accidents dans mon village, presque dans le même mois. L'un d'eux est resté invalide, et les 2 autres ont eu les bras et les jambes cassés. Mais le premier, il est handicapé pour le reste de sa vie. Adentro, nos llevamos 3 días. 2 jours de marche, 50 km à parcourir en pleine jungle. La chaleur, les moustiques, les difficultés de transport, l'isolement, tout semble normal à ceux qui ont choisi de venir vivre ici. S'il est des endroits dans le monde où cheminer est une épreuve, le Petén avec sa jungle tropicale en est un. Il faut savoir lire la forêt pour s'y diriger, s'y reconnaître. Ils ont fait une sacrée tranchée. Ils ont creusé un peu partout par ici. Ça, c'est un tunnel qui a été fait par des huacheros. Ici, on appelle huacheros les personnes qui font des fouilles clandestines et profanent les tombes dans la jungle. Des tranchées comme celle-là, il y en a des milliers, à travers toute la forêt, à travers toute la région maya. Lorsqu'ils repèrent une tombe, ils creusent et ils sortent tout ce qu'ils trouvent. Des céramiques, des jades et des coquillages. Tous ces objets qui ont aujourd'hui une très grande valeur. Ces dernières années, des collectionneurs privés de nombreux pays sont venus acheter. Ils viennent dans les grandes villes et sont en relation avec les vendeurs, qui ont créé un véritable réseau. Ils ont de nombreuses personnes qui travaillent pour eux dans la forêt. Ce sont eux qui prennent les pièces, les céramiques. Ça, c'est un véritable problème.
Nagbe est un des sites mayas du Petén qui contient, peut-être, une partie du mystère. Ce mystère toujours inexpliqué. Depuis longtemps, beaucoup de spécialistes sont venus pour effectuer des recherches et pour essayer de trouver une réponse. Mais pour l'instant, le mystère maya reste entier. Ce que l'on voit devant nous ressemble à une simple colline naturelle. Mais en fait, il y a là-dessous de nombreux édifices, construits les uns sur les autres. Nagbe est considéré comme l'un des plus anciens sites de tout le Petén. Pour l'instant, les fouilles archéologiques de Nagbe sont arrêtées. Les 4 gardes sont là pour surveiller des pierres millénaires. Ils vont rester ici 24 jours avant qu'une autre équipe ne vienne prendre le relais. Miguel, lui, poursuit sa quête sur les traces de ses ancêtres. Je suis un descendant des Mayas. Au Guatemala, il y a 24 groupes ethniques qui sont issus des Mayas. Il y a très longtemps, les Mayas qui ont abandonné ces grandes cités, c'étaient les familles royales, les gouvernants. Et le mystère, encore actuel, c'est la raison de leur départ et la disparition de cette civilisation. Mais le peuple n'a pas disparu pour autant. Aujourd'hui, le peuple indien représente presque les 2 tiers de la population du Guatemala. Et nous, les Indiens, nous sommes les descendants des Mayas. Après avoir daté le passage de cette civilisation dans la pierre des monuments gigantesques, le peuple indien a quitté le Petén. Il a adopté ensuite un mode de vie plus ordinaire, en cultivant le maïs et en se regroupant dans de petites communautés de villages. Benito est un Peteñeros. Il fait partie de ces personnes qui ont quitté les hauts plateaux du Guatemala pour venir tenter l'aventure dans cette région. C'était il y a une trentaine d'années, lorsque les autorités ont voulu repeupler le Petén. Aujourd'hui, il a 72 ans et travaille toujours avec ses 2 fils. Quatre heures à pagayer pour finalement pêcher quelques poissons. Le Petén d'aujourd'hui est un endroit où le dérisoire se serait marié avec l'utopie. Un lieu où les espoirs se travestissent en désillusions. Le Guatemala est un pays de paysans, mais où la terre finit par manquer. De 30 000 habitants dans les années 50, le Petén est passé aujourd'hui à environ 400 000 habitants. Cette région, longtemps désertée,
est devenu le nouvel espace des défricheurs. Mais pour l'instant, la terre promise ne réussit guère à ces descendants des Mayas, revenus sur les terres de leurs ancêtres. Ya no. Dans cette région, on doit se débrouiller. Alors on pêche et en même temps on fait un autre travail. Ce sont deux métiers complémentaires. Moi, je fais ça depuis que je suis gosse. Pour nous, c'est toujours la même chose. Le jour où on ne pêche pas, on fait du pain. Et s'il n'y a pas de poisson, il faut bien qu'on trouve quelque chose d'autre à faire. Pour gagner un peu d'argent. Pour vivre. Dans la mythologie maya, les dieux avaient donné naissance aux hommes de maïs. Aujourd'hui encore, le maïs représente l'essence de la vie pour les habitants du Petén. Mais les systèmes d'irrigation inventés par les Mayas ont totalement disparu. La culture du maïs est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. C'est difficile de vivre dans la jungle? Oui, c'est difficile de vivre dans la jungle. Surtout pendant l'été qui est très long. Et quand l'eau devient rare. Souvent, dans les campements de bûcherons, ils utilisent cette eau de liane pour mouiller la farine de maïs et pour faire les tortillas. Le problème, c'est qu'il faut vite couper la liane et boire, sinon elle se vide tout de suite. C'est une bonne eau, elle est très saine. Quels sont les dangers que l'on peut rencontrer dans la jungle? Le danger essentiel, c'est les serpents. On doit tout le temps faire attention où on met les pieds. Par exemple, si on se fait mordre par un serpent à sonnette, là c'est mortel. Mais le risque, il existe essentiellement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se déplacer dans la jungle. S'ils n'ont pas de machette, ils ne peuvent pas s'en sortir ou même trouver une liane d'eau. Et ils risquent de mourir de soif. Donc il faut vraiment bien connaître tous ces moyens de survie, au cas où on se perdrait dans la forêt. Le Petén est une forêt tropicale humide, mais pourtant l'eau manque cruellement à certaines périodes. Toutes les mares sont asséchées. Les hommes et les bêtes attendent avec impatience l'arrivée de la pluie. Et si elle ne vient pas, la communauté en appellera aux dieux. ¿Así? ¿Quién? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué le está sucediendo?
Sí, eso estoy viendo que lloran, tienen una parte con la que sale pus. A veces hay que inyectar ya sea penicilina o ya sea algo para eso. Infectada la sangre porque... Llegue ahí y le damos al rato. Bueno. Muy buenas tardes. Hay otra cosa. Entonces llegar usted me va a buscar ese pie de niño que le hicimos aquí. Malgré la végétation et le climat, malgré les problèmes de santé ou de récolte, les Peteñeros veulent poursuivre cette vie souvent pénible. Par manque de choix peut-être, mais aussi par attirance pour ce pays particulier où rien n'est comme ailleurs. Es que dice que mire, usted quiere las Dans cette région, les maladies sont nombreuses et les médecins sont rares, très rares. Installés dans la jungle depuis quelques années, Enrique et Anita font exception. Lui est guatémaltèque, elle est canadienne. Ils n'appartiennent à aucune organisation humanitaire et sont simplement aidés par quelques personnes. Je pense que ma vie est plus riche en expériences que tout ce que j'ai pu connaître avant. Ici, on est frappé en plein cœur. C'est comme un choc. Mais bien sûr, j'avais besoin de faire tout ce que j'ai appris avant de venir et de pouvoir le pratiquer là. Et c'est certain, à un moment, il a fallu que je vienne pour faire vraiment ce que je sais faire et pouvoir aider les autres. Pour moi, le plus difficile, c'est d'être loin des miens, de ma culture, de ma famille, de mes amis, loin de tout ce que j'ai vécu pendant près de 40 ans au Canada. Mais je pense que le plus difficile, c'est d'être un étranger dans un pays étrange. Oui, c'est ce que je ressens. La plupart des gens, ici, ne sont pas vraiment originaires de la jungle. Ils sont venus d'autres régions pour vivre dans la jungle et devenir des Peteñeros. Mais les anciennes connaissances, le secret de la jungle, ils doivent l'apprendre, comme nous. Et comme le dit parfois Anita, nous sommes ici pour des raisons étranges, parce que ce pays dégage une énergie particulière. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour Don Luis, comme pour tous les paysans du Petén, le mois de mai est le mois du feu. À cette période, toute la région se couvre d'un voile de fumée. Et le poumon de l'Amérique centrale est rongé par une multitude de petites taches noires.
Ce bois, là, c'est de la broussaille. Ça n'a aucune utilité pour nous. On ne peut rien en faire. Alors que les arbres, on essaie de les protéger. Si on brûle ce coin de jungle, c'est d'abord pour préparer le terrain que l'on va cultiver. C'est un moyen de nettoyer les espaces avant de planter le maïs. Et l'autre raison, c'est parce qu'il y a des insectes. Ce sont des sortes de petits grillons qui s'attaquent aux jeunes pousses lorsqu'elles ont cette taille. Et si on n'agit pas, il n'y aura pas de récolte. Voilà, c'est comme ça qu'on détruit tous les insectes. Les chenilles aussi, qui peuvent manger le maïs. Nous, avec le feu, on fertilise la terre. Mais avec le feu aussi, on se débarrasse de tous les parasites. Pour détruire ces insectes, véritables fléaux, les hommes en génèrent un autre, encore plus menaçant peut-être. Brûler la forêt par petits bouts est la seule solution pour eux. L'alternative n'existe pas. Mais même avec l'aide du feu et beaucoup d'efforts, le pétène n'est que le mirage d'une terre cultivable. La terre n'est pas bonne. Au bout de 4 ou 5 ans, il faut brûler à nouveau, un peu plus loin. Et lorsqu'elles ne sont plus cultivées, les terres permettront aux grands éleveurs d'installer leurs troupeaux. Inexorablement, les arbres disparaissent du paysage. Le pétène se transforme en savane, mais les hommes de maïs ne feront pas forcément de bons gauchos. À cause de leur isolement, les habitants du pétène ont appris à s'entraider pour mieux survivre. La solidarité est une nécessité vitale pour tous ceux qui ont choisi de devenir péténieros. Lorsque Don Luis tombe malade, Cristobal vient apporter son aide et ses potions magiques, héritage d'une très ancienne connaissance des secrets de la médecine naturelle. Buenísimo está. Sí, es amargo esto. Ah, es bueno para el estómago para mañana. Tenga fe en Dios que sí, mañana va a estar bueno, bueno. Muchas gracias. Curado de todo su estómago, bueno, bueno. Bueno, buenas tardes. Ahí nos vemos, Luis. Adiós. Je suis sûr que la médecine des plantes est bonne. J'ai déjà eu plusieurs maladies, dont le paludisme. Et j'ai été soigné avec différentes plantes, comme la tres puntas, le cordoncillo ou le piqueté des barbas, des plantes qui sont très efficaces. Moi, je crois beaucoup à cette médecine naturelle. Étouffante, la jungle du pétène peut se montrer parfois généreuse. Cristobal le sait. Cet Indien est un spécialiste des plantes. Il a appris de son père le secret et les vertus des plantes médicinales. Depuis une vingtaine d'années, il parcourt la jungle et soigne les habitants qui lui font confiance.
Avec les plantes, on peut soigner les cas de malaria, les maux de dents, les maux d'estomac, les diarrhées. Mais aussi les morsures de serpents et les morsures de scorpions. La plante la plus répandue, c'est le cordoncillo, qui sert à soigner les morsures de serpents. C'est ce qu'on rencontre le plus dans la jungle. Un flacon d'antidote coûte très cher chez un pharmacien, alors que ce médicament naturel ne coûte rien. La personne qui connaît les plantes peut le faire elle-même et se guérir. En fait, on peut se soigner grâce aux plantes, mais aussi grâce à nos croyances. Les croyances évoquées par Cristobal remontent à la nuit des temps, à cette époque où la civilisation maya brillait par ses connaissances, sa richesse, son culte des dieux et du cosmos. Jalémoslo para allá, mira. No, es que para allá no hay fuego. Desde aquí, mira, está bien hondo. No, pero es que para allá es más difícil. ¡Jalémoslo, puta! ¡Bueno! ¡Gordo, gordo! ¡Quieto! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Jalémoslo, puta! ¡Ay, ay, ay! Al fin salimos. Todavía nos queda una parte. Dans le labyrinthe de son histoire, Miguel ne peut qu'entrouvrir l'énorme porte d'un monde enfermé. L'émergence, l'épanouissement et surtout le déclin de cette civilisation très avancée conservent aujourd'hui encore une part de mystère. Imaginons l'Europe, qui au lendemain du siècle des bâtisseurs de cathédrales, serait redevenue une simple terre de forêts et de marécages, absorbée par la spirale du temps. Cette civilisation maya a commencé 2700 ans avant Jésus-Christ et elle s'est développée jusque vers 900 après Jésus-Christ. Et puis, peu à peu, ils ont abandonné toutes ces grandes cités. Des cités de plus de 100 000 habitants, à cette époque, se sont vidées. C'est ça le mystère. Tous les commerçants, toute la population a abandonné ces grandes villes. Quelle est la raison? Quelle est la cause de la fuite des Mayas? Où sont-ils partis? C'est ça qui est énigmatique. Il existe de nombreuses théories, comme le manque d'eau, la guerre, les maladies, les cataclysmes et beaucoup d'autres hypothèses. Mais aujourd'hui encore, on ne connaît pas avec certitude la raison de la disparition du monde maya. Terre brûlée, saison sèche interminable, l'équilibre climatique semble fragile dans cette partie du monde. Et c'est peut-être ça, l'une des clés du mystère maya. Plus de 1000 ans après la disparition de cette civilisation,
il reste encore quelques poussières de croyances auxquelles se rattachent leurs descendants. Pour continuer l'héritage des ancêtres, les paysans du Petén se tournent vers les esprits célestes. Chacun a sa propre relation avec les dieux. Et dans les croyances des Mayas, l'homme s'élève par son esprit et par son cœur. Tu dois agir selon tes propres convictions, selon les idéaux que tu partages. Et donc, nous devons poursuivre la route de notre vie malgré tous les caprices du temps et des saisons. Ici, le climat se joue de nous. L'hiver est perturbé, l'été est perturbé. Tout ça à cause de la destruction de la forêt. Mais enfin, nous devons continuer à préparer nos terres. Seulement, on ne peut pas prédire le jour où la pluie viendra. Au début de leur histoire, les Mayas effectuaient des autosacrifices. Les dignitaires, c'est-à-dire la famille royale, s'automutilaient. Et puis, avec le temps, ça a changé. Ils ont effectué des sacrifices humains, puis des sacrifices d'animaux. De toute évidence, le sacrifice était essentiel à leur croyance. Secrètement, ils appellent la pluie par des prières métissées de christianisme et de chamanisme. Pour eux, c'est aussi un moyen de préserver leur histoire.